Bonsoir Bastien et bonsoir Asma et bienvenue. Et Laure aussi, bienvenue. Rebonsoir à tous. Écoutez, il est 5h30. Je vous propose de patienter encore 5 minutes de façon à donner la possibilité à d'autres participants de se connecter. Et puis après, on commencera. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Bon, bah écoutez, je pense que nous allons pouvoir commencer. Euh, voilà, donc dans un premier temps, je tenais vraiment à tous vous remercier pour participer à la conférence de ce soir. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed, qui va donc animer la conférence qui s'intitule Comment je suis devenu l'ingénieur-chercheur que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Mohamed. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne, une très bonne conférence. On ne vous entend pas, il faut activer votre Ouais, micro. ouais. Là, c'est bon du coup? Oui, c'est bon, merci. Ouais, j'avais le son désactivé du coup. Ouais. Ben, du coup, je disais merci beaucoup, Madame Aurore Rosa. Merci pour cette belle présentation comme vous, hein. Merci pour tout le monde. Merci de m'avoir invité pour cette conférence, notamment pour ce cycle de conférences proposé par l'École polytechnique, en particulier par le pôle de diversité et réussite de l'École polytechnique de Paris, à l'occasion notamment de la semaine des cordées de la réussite. Donc aujourd'hui, je suis très content et j'ai de la gratitude d'être avec peut-être des anciens comme moi, ou bien peut-être avec des jeunes lycéens, des jeunes élèves, des bonnes volontés qui veulent creuser encore plus la réflexion pour bien choisir leur chemin et leur direction et leur voie scientifique notamment. Donc, comme vous savez, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment je suis devenu l'ingénieur-chercheur que je suis aujourd'hui. Donc, un profil que j'espère être très inspirant pour vous, au moins pour vous donner les coups de pouce nécessaires pour rebondir et choisir la meilleure direction pour votre carrière scientifique et estudiantine. Donc, je commence tout d'abord par me présenter. Donc voilà, comme vous savez, je m'appelle Mohamed Nour, j'ai un prénom composé, Azougag. J'ai 26 ans, je viens de la clôturer pour les personnes curieuses. Et du coup, aujourd'hui, je suis ingénieur, chercheur en génie des procédés de fabrication, en génie industriel et notamment en sciences des matériaux. Alors, je vous avoue que pour arriver notamment à ce niveau, on va dire intellectuel, c'était pas du tout facile pour moi en premier temps, puisqu'il fallait parfois des années et des années un peu pour ne pas lâcher, pour aller jusqu'au bout. Mais le plus important dans toute cette histoire, parce que je préfère raconter une histoire comme ça, parce que ça passe plus facilement, c'est que le fait d'avoir un objectif ou bien des objectifs entre les yeux et ne pas lâcher et avoir surtout des objectifs clairs, c'est la clé, c'est le déclic qui pourra notamment vous mener à des destinations incroyables. Donc, ma première question pour vous, peut-être, c'est quelle est l'école l'école d'ingénieur la plus prestigieuse en France? Peut-être vous aurez la réponse. Peut-être il y aura certainement entre vous qui vont me dire l'école polytechnique de Paris, notamment en parlant de l'école polytechnique, peut-être l'ENS, peut-être l'ENA, etc., etc. Et maintenant, je vais vous demander euh, comment vous allez choisir vos filières ou bien votre filière scientifique. Je ne sais pas si entre nous, il y a des étudiants qui sont en terminale ou bien d'autres en secondaire, mais en tout cas, tous ont été à un certain moment invités à faire et à opter pour des choix de filière. Donc, généralement, quand je pose ce genre de questions sur des étudiants et sur des élèves, ils me disent, bah, généralement, si on aime les lettres, automatiquement, on va opter pour la filière L. Et si on aime plus les maths, on va opter pour les sciences. Ça veut dire pour la lettre S. Eh bien non, soyons sérieux. C'est que personne, au départ, n'aime vraiment les maths à cette période de lycée. En fait, c'est tout à fait simple. Pour la petite anecdote, c'est comme la bière et le vin rouge. Ben, lorsqu'on est tous lycéens, généralement, on préfère de la bière.
Mais on ne peut pas aimer que si on continue à en boire, tout simplement. Et c'est bien ça. Au lycée, généralement, on a l'impression qu'on déteste les sciences, qu'on déteste les maths. C'est rarement les personnes qui aiment les maths et automatiquement ils disent waouh, scientifique, c'est un peu très lourd. Ça fait appel à des années d'études, des années de réflexion et ça, c'est pas mon truc. Alors que ça, c'est des préjugés qui sont tout à fait erronés. Je vais vous donner la réponse et certainement, cela ne fera pas plaisir à certains d'entre vous. Si vous étiez bon, vous alliez en S, ou bien C, la filière C pour les anciens. Cela ne veut pas dire forcément que les autres, ils sont des abrutis. Non, ce n'est pas du tout la leçon à en tirer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes influencés dans cette décision. Mais allons encore plus loin, et là, je vais sans doute en énerver certains d'entre vous, c'est qu'en terminale scientifique, où vont ensuite les meilleurs? Généralement, on pense souvent à la médecine, c'est la réponse la plus évidente. Mais moi, je dirais plus que les meilleurs n'ayant souvent qu'une très vague idée de ce qu'ils vont faire plus tard. Et généralement, lorsqu'on dit ça, on pense automatiquement à ce qu'on appelle la classe préparatoire ou bien les classes prépa. Donc, effectivement, les classes prépa, c'était ma première étape au niveau supérieur, des études supérieures, notamment après mon terminal et après avoir eu mon baccalauréat, avec une mention très bien, j'ai pensé directement aux classes prépa pour plusieurs raisons. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas trop c'est quoi les classes préparatoires, en fait, ce sont 2 années qui sont très, très pressées et condensées en tout ce qui est mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, donc notamment les matières techniques, autrement dit les maths sup ou bien les maths spé. Oui, je suis gentil, je sais, je traduis, mais bon. Donc, généralement, on fait ces 2 ans de préparatoire et à la fin, on a un concours national commun, ce qu'on appelle le CNC. Et sur ce concours, on est invité notamment à avoir un classement et en fonction de notre classement, on choisit l'école d'ingénieur à faire ou pas. La quasi-totalité des étudiants qui ont fait les classes préparatoires, automatiquement, ils rentrent à une école d'ingénieur, bien entendu. Et j'en suis la preuve vivante peut-être. Et pourtant, le problème de ces 2 années de classe prépa, c'est qu'on a souvent des temps qui sont très chargés, un emploi qui est très, très, très trop chargé. Genre, on a les maths, de la physique, les sciences d'ingénieur, et puis ainsi de suite. On a souvent des devoirs d'école orales ou pas, ou bien écrits, et à la fin, on est censé avoir un bon classement pour pouvoir intégrer une bonne école d'ingénieur. Donc, après mes 2 ans de classe préparatoire notamment, j'ai pu intégrer une école d'ingénieur qui est très connue, qui s'appelle l'ENSAM. C'est l'École nationale supérieure des arts et métiers. Donc, c'est une école qui porte sur plusieurs filières, et notamment qui propose pas mal de filières, comme la filière de génie civil, c'est-à-dire pour tout ce qui est bâtiment, pour le génie électrique, génie électromécanique, le génie des matériaux et génie énergie et environnement. Donc, c'est un panel notamment de filières proposées par cette école. Et après 3 ans d'école d'ingénieur notamment, on obtient le titre ingénieur. Donc, pourquoi j'ai choisi l'école d'ingénieur? Parce que je vous avoue qu'en premier temps, je n'avais pas déjà une idée assez claire après mon bac, ce que je pouvais faire, notamment ce que je pourrais faire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais mon oncle qui était un conseiller d'orientation. Et en terminale, à chaque fois, il me posait la question, Nour, qu'est-ce que tu veux faire après? Je lui dis, je ne sais pas. Et du coup, il me dit, est-ce que tu as des bonnes notes? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, ne pense pas, fais les classes prépa. Donc, parfois, c'est vrai que les classes prépa, c'est 2 années condensées où vraiment on se forge vraiment très, très bien en termes de maths, de physique, etc. Mais en même temps, sont 2 années, soi-disant, de pause
sur lesquels tu peux prendre ton temps pour réfléchir ce que tu veux faire ou bien ce que tu peux faire notamment. Parce qu'à la sortie des prépas, il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs, mais notamment on peut faire d'autres métiers qui peuvent être très intéressants. Donc, je continue sur mon parcours. Donc, après mes 3 ans d'école d'ingénieur notamment, j'ai eu mon diplôme avec une mention bien en génie industriel et procédés de fabrication, donc de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Et notamment, l'année suivante, j'ai fait un master à l'École des mines de Saint-Étienne, notamment l'École des mines de Saint-Étienne, qui est considérée parmi les plus grandes écoles en France, et particulièrement sur la région de Rhône-Alpes, voilà, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Directement après, je suis resté toujours avec l'École des mines, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, très bien, j'ai eu mon master, et pourtant, j'avais toujours cette curiosité d'aller encore plus loin dans mes études. Donc, il y avait pas mal de mes collègues et de promos et tout qui ont décidé directement d'aller bosser, ça veut dire d'aller chercher un boulot dans une entreprise, voilà, en tant qu'ingénieur, manager, etc., etc. Alors, quant à moi, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout dans mes études en faisant une thèse de doctorat. Alors, une thèse de doctorat, c'est un programme de recherche, un projet de recherche qui dure généralement 3 ans, donc c'est un contrat de 3 ans, toujours avec une école et un financeur de recherche. Donc, je suis resté toujours avec mon école d'ingénieur, qui est l'école des mines de Saint-Étienne, et comme financeur, c'était une entreprise qui s'appelle l'INRS, ça veut dire l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est installé à Paris et dans la région Lorraine. Donc, avec l'INRS, on travaille jusqu'à aujourd'hui sur une thématique qui relie un peu l'ingénierie avec la médecine. Donc, on essaie un peu de réaliser, peut-être ça va paraître un petit peu flou pour les gens qui ne sont pas trop dans le domaine, mais quand même, je vais essayer de vulgariser le maximum possible le sujet, brièvement. Donc, c'est un sujet, comme j'avais dit, qui fait l'intersection en fait entre l'ingénierie et la science des médecines. Donc, on essaie un peu de caractériser tout ce qui est émission, tout ce qui est nanoparticules, ce qu'on appelle les nanoparticules. Ce sont des particules métalliques invisibles à l'œil et qui peuvent être dégagées et émises à partir d'une machine de fabrication de pièces. Donc, c'est une machine qui est tout à fait nouvelle et qui représente la 4e révolution industrielle, d'après les industriels. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle technologie utilisée récemment pour produire des pièces en 3 dimensions. Donc, c'est tout à fait magique, c'est parfait, mais le problème, donc on a des pièces qui sont bien réalisées, bien avec leur complexité, avec leurs détails et tout, mais le problème, c'est qu'on a généralement un dégagement, une émission de particules dans l'air, dans la salle où se trouve la machine. Et ces particules, généralement, ils restent suspendus dans l'environnement, dans le local de fabrication. Le problème, c'est que généralement, les opérateurs qui manipulent et qui travaillent avec ces machines, ils sont tout le temps en contact avec ces machines. Donc, par la suite, ils sont vulnérables. Ça veut dire qu'ils sont exposés au risque vu le danger qui existe dans la salle. Parce que les particules, ils sont toxiques, on peut dire ça. Donc, généralement, ils sont inhalés, respirés par les opérateurs qui n'arrivent même pas à les voir. Et à long terme, ils font des dépôts sur les voies pulmonaires. Comme hypothèse, et hypothétiquement parlant, on peut dire que ça peut causer des néos, des tumeurs, des problèmes de respiration. Donc ça, c'était la problématique scientifique, parce que pour les gens qui se demandent généralement une thèse ou bien un doctorat, on essaie de traiter un sujet qui n'a été jamais traité auparavant. C'est pour ça qu'on dit que c'est la dernière étape des études supérieures après un bac plus 5. Donc là, on est dans un bac plus 8, parce que tu rajoutes 3 ans. Et généralement, tu as des encadrants qui sont des professeurs de l'école et notamment des encadrants de l'entreprise qui financent tes recherches et ton projet de recherche notamment. Donc là, actuellement, je suis sur ma dernière année, donc ma 3e année de doctorat. Donc d'ailleurs, ma soutenance, c'est pour le mois d'octobre prochain. Et voilà, l'affinité de ma thèse, notamment, c'est
c'est de réaliser, on va dire, un guide de bonne pratique pour les industriels qui travaillent avec cette nouvelle technologie pour savoir comment peut-on faire pour bien protéger nos opérateurs de ces machines. Parce que ce qu'il faut quand même citer, c'est que le problème, ce n'est pas juste au niveau de la fabrication de la machine, mais même après. Ça veut dire, une fois la pièce ou bien les pièces sont fabriquées, on a toujours des particules qui restent suspendues dans l'environnement, dans le local de fabrication. Et même au moment, lorsque l'opérateur commence à nettoyer la machine, déballer un peu la poussière, parce que dans la machine, on travaille avec de la poudre métallique. Donc, un peu pour comprendre le principe de la machine, donc on a dans la machine une chambre de construction sur laquelle il est déposé un plateau et notamment sur lequel on fabrique les pièces. On a un laveur et notamment on a des couches métalliques. Donc, la machine elle pose en premier temps une couche métallique puisqu'on l'a déjà chargée au préalable avec de la poudre métallique et le laveur automatiquement, il commence à pointer et à balayer en formant la pièce voulue qui a été déjà conçue numériquement dans la machine. Et ainsi de suite, donc couche par couche, on fabrique notre pièce. Donc, généralement, en fonction du volume de la pièce à fabriquer, ça peut prendre 3 heures, 4 heures de fabrication, même une journée. Mais le problème, comme j'ai déjà cité, c'est que après la fabrication, on a une exposition de nanoparticules. Nano, ça veut dire c'est l'échelle nanométrique, ça veut dire c'est des particules avec d'un diamètre nanométrique qu'on ne peut pas voir à l'œil visuel normal. Voilà. Donc, bref, et grosso modo, c'est un peu le sujet de ma thèse de doctorat. Très bien. Donc, peut-être parmi vous, il y aura certainement des gens qui vont se poser la question pourquoi j'ai choisi d'être ingénieur. Alors, je ne vous cache pas que l'ingénierie, c'était un rêve, c'était un projet d'enfance en fait pour moi. Depuis mon jeune âge, j'étais tellement passionné par ces ingénieurs qui représentent un modèle de réussite pour notre société, et je pense c'est un peu partout dans le monde quand même, par ce titre, ce élite, on va dire, de succès. Et notamment parce que dans ma famille, déjà, j'avais mon oncle, un autre oncle qui était un ingénieur, et ma cousine, une ingénieure notamment. Et du coup, donc, j'étais tellement inspiré par ces personnes qui font partie, qui ont fait partie de mon entourage très proche à moi. Et on dit bien que la personne elle est victime de son environnement. Donc, automatiquement, j'ai grandi avec ces valeurs d'imagination, de créativité, d'innovation et notamment de savoir-faire, mais pas que, mais il y a aussi le savoir-être. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans le métier d'un ingénieur. Il n'y a pas que le savoir-faire, mais notamment le savoir-être. Alors, et là, je m'explique. Le savoir-faire, notamment, c'est tout le savoir, c'est le background, ça veut dire c'est le bagage qu'on porte avec nous, c'est les technicités et la technique qu'on a appris dans l'école d'ingénieur. Et ce qu'on sait faire notamment pour résoudre des problèmes, pas de vie, mais des problèmes industriels. Alors que le savoir-être, c'est notamment le profit d'ingénieur. Parce que généralement, aujourd'hui, et on est là en 2021, donc aujourd'hui, le marché de travail et les industriels notamment, ils sont très sollicités pour résoudre des problèmes, mais pas que, mais notamment pour manager, pour gérer des équipes. Donc là, on parle souvent d'un savoir-être, ça veut dire qui touche à ta personnalité. Donc ça, pour moi, c'est important quand même de mettre l'accent sur ça pour montrer vraiment cette alliance, cette fusion de deux savoirs, le savoir-être et le savoir-faire. Et ça, notamment, c'est des valeurs qu'on forge davantage dans les écoles d'ingénieurs. Et comme on dit, à force de se forger, on devient des forgerons. Donc voilà, donc à part cette passion, donc j'étais tout le temps curieux de découvrir vraiment ce métier très passionnant pour moi. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un ingénieur, dans le mot ingénieur, il y a le mot génie. D'ailleurs, ingénieur, c'est un dérivé de génie. Et, euh, et j'avais l'impression que tout le temps, les sociétés, et notamment notre société, ben, ils mettent la place de l'ingénieur sur un piédestal, notamment.
Donc, ce qui était important pour moi, parce que je me voyais souvent dans ce stade de piédestal comme, comme un objet d'art, quoi. Donc, c'était vraiment les coups de pouce basiques, on va dire, qui m'ont poussé à faire ce métier. Après, j'avoue, dans un métier, comme dans n'importe quel métier, il y a des avantages, mais aussi il y a des défis. Moi, j'évite souvent, quand je rencontre des personnes, quand je commence à parler du travail, euh, j'évite souvent le mot problème ou bien le mot souci, mais plutôt je préfère les appeler des défis de la vie, des défis du travail, parce que le problème, pour moi, ça n'existe pas. Le problème, c'est un mot notamment qu'on a inventé, et comme on dit, pour chaque problème, il y a bel et bien une solution. Donc, je préfère plutôt dire un défi, parce que cette voie, je me dis tout le temps, c'est moi qui l'ai choisie, donc c'est à moi d'assumer. Sinon, j'aurais préféré de faire quelque chose de plus ou moins facile pour rester dans ma zone de confort. Mais puisque je pars souvent dans cette philosophie de dire que la vie, c'est une aventure, c'est une découverte, c'est le fait de sauter notamment les étapes et d'affronter les difficultés et les défis de vie, je prends les choses comme ça généralement. Donc, notamment parmi les défis de durant le cursus estudiantin en ingénierie, c'est que parfois, il y a des matières, tu dis, waouh, non, mais sur ça, j'y arriverai jamais. Des matières qui te paraissent un peu difficiles à comprendre, pas faciles à digérer, mais notamment là, je tiens à mettre l'accent sur le travail de groupe que surtout ça m'est arrivé en prépa, parce que le fait de passer du lycée, des études secondaires, notamment aux études supérieures, ça m'a créé un choc en premier temps, puisque je n'arrivais pas en première année de prépa de comprendre ce passage, cette transition d'études de quelque chose que je maîtrisais parfaitement à quelque chose dont je trouve de la difficulté. Et ça m'a bloqué pendant un petit moment quand même. Mais heureusement que, soit dans les prépas et généralement dans les écoles d'ingé, on commence on commence à apprendre cette valeur du travail en groupe, ce qui est important. Notamment, on a l'autonomie sur certaines choses, mais pas que, mais aussi le travail de groupe, c'est parmi les valeurs et les clés de mon succès durant mon cursus d'ingénieur, parce que j'avoue que le fait de travailler en groupe, de se bacheloter, d'échanger d'informations, et puis notamment de comprendre comment les autres ils pensent par rapport à la même chose que j'ai, ça m'a beaucoup aidé à développer notamment mon SNL et notamment ma manière de réfléchir et tout, et notamment de me forger et de me performer davantage. Donc, autre difficulté dans le métier d'ingénieur, parce que notamment aujourd'hui, je suis chercheur en fin de thèse, mais avant, je garde toujours mon titre de noblesse qui est ingénieur. Donc, tant qu'ingénieur, notamment parmi les difficultés qu'on trouve souvent dans le métier, c'est le fait, en fait, de tout gérer et d'assumer la responsabilité du projet de A à Z. Et ça, notamment, les gens il se pose souvent en fait la question, c'est quoi la différence entre un technicien et l'ingénieur? Et surtout les jeunes élèves, nos jeunes élèves, ça ne m'étonnerait pas qu'ils se posent ce genre de questions. Eh bien, la différence entre un ingénieur et un technicien, c'est que un ingénieur, on va dire, c'est celui qui visse les écrous, on va dire. Alors que l'ingénieur, c'est la personne qui l'observe en train de faire ça. C'est tellement marrant alors que c'est vrai. Parce que, et là, le problème, c'est que le fait d'observer quelqu'un qui est en train de faire une action verbale, c'est plus dur parce que là, tu assumes son travail et le tien. Donc, ce qui est plus dangereux, on va dire, est plus dur que le travail d'un technicien. Donc, un travail d'un technicien, c'est quelque chose de très pratique peut-être. Donc, il va se forger, il va faire une formation, il va le faire. Mais un ingénieur, c'est lui qui a donné l'ordre pour faire cette action, on va dire. C'est lui qui a proposé la solution.
Donc là, vraiment, il y a des craintes au départ déjà de la réussite de cette solution proposée, de la stratégie industrielle et notamment d'avoir des gains. Parce que lorsqu'on parle d'un ingénieur, ben, on parle notamment de gains et d'argent et de perspectives financières, notamment. Parce que l'entreprise, lorsqu'ils vont embaucher un ingénieur, ben, ils attendent de lui notamment une résolution d'une avarie, d'un problème technique, industriel, qui va leur faire monter le chiffre d'affaires. Donc, une fois l'ingénieur il est là embauché, automatiquement, il a tellement de pression et de stress sur ça. Donc, mais après, je ne suis pas là pour critiquer peut-être, ni pour renoncer à ce métier, pour les personnes qui veulent faire ce métier, mais plutôt pour dire que dans chaque métier, il y a bel et bien une opportunité et notamment des risques. Et sans risque, on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire un métier. Il y a toujours un côté d'inquiétude, de stress, et c'est à nous de le gérer. Et ça, on comprend de mieux en mieux à le gérer via le temps, à travers l'expérience, et notamment le retour d'expérience et les opportunités à saisir notamment. Donc voilà, donc c'était un peu de mon parcours par rapport à mes classes prépa, mes études supérieures, donc mon cycle d'ingénieur. Notamment après le fait d'avoir mon titre d'ingénieur, j'ai fait ma thèse de doctorat qui a duré 3 ans. Et cette année, notamment, c'est ma dernière année. Donc, j'ai poursuivi toujours dans le domaine ingénierie, mais cette fois, je me suis orienté plus avec une intersection avec le domaine sanitaire de médecine, vu le sujet que je traite aujourd'hui. Mais je garde toujours ma casquette d'ingénieur en matériaux, en génie de procédés. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. J'aimerais bien que cette conférence soit un échange entre moi et vous, notamment, parce que ça ne m'étonnerait pas que vous aurez des questions qui seront peut-être super intéressantes et qui peuvent enrichir davantage notre échange. Et j'aimerais bien voir notamment vos points de vue. Qu'est-ce que vous en pensez de ce métier? Et peut-être parler de d'autres métiers qui vont en parallèle, peut-être. Donc, c'est à vous la parole et n'hésitez pas. Merci, Mohamed. Merci à vous. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. D'ailleurs, il n'y a pas de questions bêtes. Vous pouvez poser n'importe quel type de questions. On est là pour répondre avec grand plaisir. Parce que là, je ressens notamment les élèves et les jeunes lycéens notamment, parce que quand j'étais à leur place, tout le temps, il y avait des conseillers d'orientation qui venaient pour poser des questions notamment et pour un peu nous éclaircir les voies scientifiques et les voies de prestige notamment. Et à chaque fois, à l'époque, je me disais, il fallait que je pose un tas de questions, alors que, vu à l'époque que j'étais un peu timide, je n'osais pas trop. Hein. C'est pour ça, j'incite à chaque fois les élèves, notamment et les étudiants, d'oser pour avoir une réponse. Alors, il y a une question déjà. Très bien, de la part de Zoé Collet. À quoi sert le doctorat pour un ingénieur? Très bonne question. Alors, très bonne question. À quoi sert le doctorat pour un ingénieur? Donc, ce que je pourrais dire, c'est que un ingénieur, déjà, c'est un métier qui est indépendant. Donc là, on parle déjà d'un bac plus 5. Donc, après le terminal, tu peux faire directement une école d'ingénieur bac plus 5, donc que tu peux intégrer directement, mais il y en a peu. Mais généralement, la plupart des grandes écoles, c'est à travers les classes préparatoires. Ça veut dire qu'il faut avoir de bonnes notes, tu fais 2 ans de classe préparatoire et après, tu complètes tes 3 ans dans le cycle d'ingénieur. Voilà. Après 5 ans, grosso modo, tu as le titre et le diplôme d'ingénieur avec lequel tu peux directement chercher un travail et un boulot dans une entreprise avec de très belles perspectives financières, notamment chez les entrepreneurs et chez les entreprises. Généralement, les personnes qui préfèrent faire un doctorat, ça veut dire une thèse de recherche, c'est pour les personnes qui veulent un peu aller plus loin dans la recherche scientifique. Parce qu'un ingénieur, il peut être un chercheur, mais il n'y a pas d'équivalence. C'est une implication.
Ça veut dire un ingénieur, OK, il est là, il est dans une entreprise qui fait recherche et développement dans le côté industriel. Ils peuvent l'embaucher en tant que chercheur. Et là, avec l'entreprise, il commence notamment à faire ses missions de recherche et de découverte scientifique automatiquement. Donc là, on l'appelle ingénieur-chercheur. Il y a d'autres personnes qui veulent avoir un profil bien posé, bien clair d'un chercheur. Donc, ce qu'ils font généralement, après un bac plus 5, ils rajoutent 3 ans pour faire un bac plus 8 au total et pour faire une thèse de doctorat. Donc, une thèse de doctorat, peut-être pour répondre directement à ta question, Zoé, c'est un projet de recherche. Tu travailles que sur un travail de recherche et tu apprends les outils, les astuces notamment et la méthodologie de travail dans la recherche scientifique. Après, tu deviens automatiquement un ingénieur docteur, ce qui va te rajouter notamment une valeur ajoutée, soit au niveau financier, parce que il ne faut pas oublier que quand même, c'est un point important qu'il faut citer, mais aussi au niveau du profil, au niveau de ton savoir-faire et notamment de ta valeur dans la société. Il y a des entreprises, il y en a pas mal, par exemple la NASA. Je pense que tout le monde qui connaît la NASA, notamment pour tout ce qui est aérospatial, généralement, ils embauchent des ingénieurs qui sont chercheurs. Ça veut dire qui ont déjà un pas dans la recherche. On va pas leur former pour la première fois pour faire de la recherche, mais qui ont déjà une expérience. Généralement, doctorat, c'est 3 ans. D'ailleurs, c'est un contrat. Donc, on peut le considérer comme étant une expérience professionnelle, comme étant un premier emploi en même temps. Et en même temps, on est attaché à des établissements, à des écoles d'ingénieurs, voilà, pour avoir un diplôme de doctorat, pardon. En parlant de ça, là, notamment en cherchant ces derniers jours, j'avais trouvé une présentation que j'avais présentée l'année dernière. C'était à Valence, devant notamment des étudiants de la région, notamment par rapport à un forum. J'essaierai de partager ça avec vous parce que en vrai, c'était plus clair pour tout ce qui est orientation et tout. Alors, je ne sais pas où peut-on partager l'écran. Écran partagé, très bien. Il est là. Hop. Donc, vous me dites si vous arrivez à voir. Oui, c'est parfait. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'était par rapport aux voies scientifiques de prestige et tout. Donc, voilà, ce qu'on a généralement, lorsqu'on est encore très jeune, on a souvent des rêves, on est un peu persévérant, on cherche tout ce qui est succès, excellence, etc., etc. Hop. Donc, on essaie de relever le défi. On veut bien réussir notre vie. Pour ce faire, il faut être bien motivé. Donc, voilà. Donc, notamment là, avec les étudiants du lycée, on a parlé notamment de différentes séries et filières au lycée, donc entre littéraire, scientifique, technologie, etc. Les différents métiers qu'on peut faire à l'avenir, et notamment on s'est focalisé davantage sur l'ingénierie, qui représente la dernière. Donc, notamment pour faire de l'ingénierie, on avait dit les classes prépa et après intégrer une école d'ingénieur en fonction de notre classement durant les 2 ans de préparation. Voilà. Donc, généralement, ça représente un schéma global de l'ensemble des étapes par lesquelles on peut passer, commençant par le bac, puis après des classes prépa aux grandes écoles. Notamment, évidemment, il existe des classes prépa pour les écoles de management et d'économie. Donc, voilà. Sur le côté gauche, on va dire on a un master, ça veut dire un bac plus 5, là. Et puis, notamment, en essayant de franchir le master, on tombe sur le doctorat, qui est un bac plus 8. Voilà. Donc, généralement, la quasi-totalité des élèves ingénieurs, ils viennent des classes prépa.
Mais parfois, on a des passerelles, ce qu'on appelle des passerelles, ça veut dire on peut avoir quelques élèves ingénieurs qui viennent de la faculté, mais vraiment, ou bien des formations DUT, de l'université de technologie, du BTS, etc. Mais vraiment que les élèves brillants, on va dire, qui peuvent notamment garder le cap et franchir notamment la barrière pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Mais généralement, le cursus le plus réputé, c'est les classes préparatoires et directement après, on passe aux écoles d'ingé. Voilà. Donc, notamment ça, c'était par rapport aux préjugés des étudiants et des élèves, ce qu'ils pensaient des ingénieurs, de l'ingénierie, grosso modo, et notamment des classes prépa. C'est qu'il paraît qu'il faut bosser plus qu'au lycée. Je ne suis pas premier de ma classe, donc automatiquement, je ne pourrais pas faire mes prépas et mon cursus d'ingénieur. Je ne suis pas organisé. Il me manque de la patience, etc., etc. Alors, tout ça ne sont que des préjugés auxquels on peut remédier et qu'on peut contourner notamment. Donc, ça, c'était, voilà, les écoles d'ingénieurs et les filières universitaires. Ça par rapport aux prépas, parce que c'est vrai, pour les gens qui se demandent, qu'est-ce qu'on fait exactement dans les prépas? Donc, on a 2 ans de classe préparatoire avant d'intégrer une école d'ingénieur. Donc, généralement, on a une filière qui s'appelle la MPSI, ça veut dire on travaille essentiellement sur les maths et la physique, physique, chimie et les maths, physique, technologie, SVT, physique, chimie, maths. Donc, loin d'être réservé aux ingénieurs, les sciences de l'ingénieur peuvent se pratiquer à différents niveaux de responsabilité. Comme on vient de citer tout à l'heure, par rapport au petit exemple qu'on vient de donner entre les ingénieurs et les techniciens, en fait, les ingénieurs et les techniciens, ils travaillent ensemble pour développer des produits industriels dans de nombreuses spécialités. Et notamment pour les ingénieurs, ça dépend de sa mission, mais généralement, on a des ingénieurs qui font de la conception, c'est-à-dire ils vont concevoir de nouveaux objets notamment et tout, et ils font des calculs avec des manipulations. Voilà, donc ça c'était par rapport à mon parcours professionnel. Donc notamment, voilà, mon bac c'était en série maths, option sciences d'ingénieur. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en École nationale supérieure d'art et métiers. Mon master, c'est avec l'École des mines. Donc, c'était un master en anglais, ce qui m'a permis d'avoir un diplôme international et notamment, c'est-à-dire reconnu partout dans le monde. Et j'ai enchaîné directement avec un doctorat en recherche en matériaux et biomédical. Donc, ça, c'est quelques conseils que je pourrais notamment vous léguer pour devenir ingénieur ou pas, mais le plus important, c'est pour réaliser ce que vous voulez faire dans votre vie à vous. Tout d'abord, ne faites pas partie de ceux qui se laissent guider par la vie sans jamais agir pour se diriger vers là où ils veulent être. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut jamais écouter les préjugés. Écouter maman, papa, peut-être c'est bien, mais pas tout le temps. Mais le plus important, c'est le fait de devenir en fait acteur et de passer directement à l'action. Et sans oublier qu'une action en fait que vous posez maintenant peut conditionner, on va dire, le reste de toute votre vie. Donc, il faut être vraiment très, très méfiant, vigilant et sûr du choix que vous voulez faire, notamment dans le futur par rapport à vos études. Et c'est à vous de changer la vie. Donc, il faut toujours avoir de la persévérance. C'est quelque chose de très, très important. En fait, c'est comme un pitbull. Qu'est-ce qu'il fait un pitbull, le chien là? C'est lorsqu'il touche à quelque chose, lorsqu'il mord quelque chose, il ne lâche jamais jusqu'à la fin. Il faut être comme lui. Il ne faut rien laisser et ne lâcher rien.
Sachez très bien que lorsqu'on a envie, bah, automatiquement, on arrive à nos objectifs. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a toujours une liste des sacrifices et, euh, et des leçons à méditer derrière chaque histoire. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je suis là avec grand plaisir pour répondre. Merci Mohamed. Vous pouvez aussi utiliser le chat si c'est plus facile pour poser les questions. D'accord, ok. Hop. Voilà. Moi, j'aurais une question. Ça serait, Oui, dites-moi. quel est le plus grand défi que vous avez eu à affronter et comment vous l'avez résolu? Le plus grand défi. Oui. Alors, très bonne question. Alors, déjà, par rapport au défi, vous parlez du défi pendant ma période d'études, ça veut dire lorsque j'étais élève ingénieur, ou bien vous parlez du défi actuel, ça veut dire sur le terrain, en industrie. Les deux, un des deux. Les deux, ouais. D'accord. Bah, par rapport à mon défi estudiantin, on va dire, lorsque j'étais élève, euh, je pourrais dire, à part le défi financier, bah, plus ou moins, mais pas trop. Quand même, j'ai pas de quoi me plaindre sur ça quand même. Mais je pense surtout par rapport au défi technique, c'est que euh, lorsque j'étais bah, au lycée, on va dire, c'est vrai que j'étais une filière, je faisais une filière scientifique, mais je n'étais pas en sciences mathématiques. Donc, c'était en sciences physiques et notamment, j'ai eu des cours de maths, mais pas autant que la filière scientifique mathématique, option maths. Donc, et là, aux classes prépa, notamment, je me suis trouvé avec des génies, en parlant de génies, ben, qui ont été mieux formés que moi, surtout dans la nouvelle carrière auquel j'ai opté. Donc, c'est pour ça, notamment, j'ai eu un petit choc, mais là, notamment, j'ai essayé d'être malin sur cette période, ça veut dire que j'ai fait un petit recul, et puis après, j'ai essayé de me rattraper rapidement pour un peu m'adapter au niveau de difficulté, on va dire, des études, mais en même temps pour rebondir et puis donner la meilleure version de moi. Et notamment, ça m'a appris pas mal de choses, en fait, cette difficulté, parce que, comme on dit, dans chaque difficulté, on a une opportunité. C'est que j'ai appris que lorsqu'on veut quelque chose, on peut. Il faut juste être attaché à ses objectifs et mettre ton objectif entre les yeux. Moi, durant l'année, la première année des classes prépa, bah, je me voyais dans une situation un peu critique, surtout par rapport au premier semestre. Donc là, j'ai pris vraiment, je me suis mis sur table, j'ai pris un bout de papier, un stylo, et j'ai noté mes résolutions pour l'année, bah, pour l'année universitaire académique. C'est que d'ici la fin de l'année, je voudrais bien réussir, mais pas que, mais surtout réussir avec une bonne moyenne. Donc, pour ce faire, donc ça, c'était mon objectif, on va dire, global, donc à long terme. Donc, pour ce faire, j'ai essayé un peu de décortiquer euh, cette vocation, on va dire, cet objectif à long terme en plusieurs actions et tâches. Ce qu'il faut faire pour aboutir à cet objectif. Allez, on va faire un petit planning. Voilà, assister à mes cours. Une fois que je rentre chez moi le soir, par exemple, j'essaie d'être à jour, ça veut dire de revoir ce qu'on a vu durant la journée, parce que le cerveau, généralement, lorsqu'il apprend quelque chose, ben, c'est recommandé de refaire la même chose avant de dormir. Comme ça, le cerveau, il trouvera suffisamment du temps, il est tout frais, et il trouvera du temps notamment pour digérer l'ensemble des informations. Une fois le lendemain, hop, tu te réveilles, là, tu as l'impression que tu as très bien digéré ce que tu as appris la veille quand même. Donc voilà, donc c'était parmi mes astuces notamment ce que je faisais. Travailler en groupe, bah, jusqu'à aujourd'hui, j'insiste toujours sur la nécessité de travailler en groupe, pas tout le temps. Il faut garder quand même parfois une certaine autonomie, mais il faut aimer et apprendre à travailler en groupe. Bah, d'ailleurs, dans le métier d'ingénieur, on travaille souvent en groupe, on collabore tout le temps dans un projet, dans une équipe,
ben, on manage, on est des managers, on devient. Ben, d'ailleurs, c'est la tendance d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé du marché du travail tout à l'heure de 2021. C'est qu'aujourd'hui, les industriels, ben, ils demandent des ingénieurs qui ont un savoir-être d'un manager. Donc aujourd'hui, un ingénieur, il est ingénieur et en même temps un manager d'équipe. Un manager, ça veut dire une personne qui gère une équipe qui peut se composer de 5 personnes, de 10 personnes, de 20%. Ça dépend de la robustesse de l'entreprise notamment et du corps et des personnels présents. Donc là, c'est des choses qu'on apprend notamment et des valeurs qu'on apprend grâce aux professeurs des écoles d'ingénieurs, mais surtout à l'aide d'un travail sur soi-même. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est dans les moments pénibles, de difficultés qu'on apprend à faire ça, surtout. Hors contexte des études et tout, ben, je parlerai peut-être surtout de ma thèse, puisqu'il représente une expérience quand même professionnelle pour moi. Là, je suis dans une entreprise, je collabore de loin de temps en temps avec mon école d'ingénieur, mais surtout, je suis en pleine entreprise avec des personnels, avec des techniciens, avec des ingénieurs, des responsables de bureaux d'études. Donc là, je suis bien dans le bassin, dans le terrain. Donc, les difficultés notamment, euh, en premier temps, c'était le relationnel. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les études, ça m'a beaucoup appris, même au niveau personnel, mais pourtant, ce n'était pas tellement suffisant pour moi, alors que je me voyais à l'époque toujours petit par rapport aux autres. Une fois j'ai intégré le domaine industriel notamment, et je me suis mis directement en contact avec des personnes, notamment physiques, là, je me suis rendu compte de cette importance de booster un peu ses valeurs, de booster sa confiance en soi, son relationnel, parce que le relationnel, je ne vous cache pas que le relationnel, il fait partie des basiques et des piliers de notre métier. Ça veut dire que si tu es bien d'accord avec les techniciens, si tu es bien d'accord avec tes collègues de travail, mais vraiment, ça ne laisse pas du tout des tensions et ça, c'est très bien pour s'améliorer, notamment pour agrandir ses résolutions et ses performances dans le travail. Donc, en premier temps, j'avais un peu du mal pour m'intégrer, mais une fois j'ai compris l'astuce, là, il y avait le déclic. Et du coup, notamment, je me suis changé à 360 degrés et là, je me trouve épanoui au niveau personnel, mais aussi bien au niveau personnel. Entre-temps, pour la petite histoire, à un certain moment, euh, notamment en parlant de ces difficultés un peu personnelles qui ont accompagné le professionnel, hum, je me suis assis sur table et puis je me suis posé certaines questions. Je me suis dit, tiens, je me sens que j'ai envie de suivre une formation en développement personnel. Donc, les développements personnels, c'est généralement les formations du coaching qui nous permettent un peu de booster le savoir-être, notamment pour avoir plus de confiance en soi, pour avoir plus de gratitude, pour se voir, pour oser et grandir et devenir grandiose. Voilà, c'est ça. Notamment, j'ai fait pas mal d'ateliers. C'est pour ça, d'ailleurs, je remercie à travers notamment ce point chaleureusement le pôle diversité et réussite présenté par Madame Aurore Rosa notamment et Madame Juliette Toumelin d'avoir donné cette occasion aux jeunes, aux élèves lycéens, mais notamment à nous, les interveneurs, notamment et les motivateurs, pour partager, pour avoir ce moment de gratitude et notamment ce moment de partage très, très intéressant, je pense, quand même. Parce que c'est à travers le fait de se poser des questions qu'on arrive à trouver le petit fil, le petit bout de fil perdu et notamment d'arriver et de s'assurer qu'on est sur la bonne route et dans la bonne direction, quoi. Donc voilà, donc ça c'était parmi les difficultés que j'avais eues, mais notamment comme je vous ai dit, c'était plutôt une opportunité. Je la voyais plus qu'une opportunité, qu'une difficulté qui m'a boosté et qui m'a laissé devenir la meilleure version de moi-même. Je ne sais pas si on a d'autres questions.
Euh, oui, alors, il y a Asma Benkiran qui pose la question, comment as-tu choisi ton sujet de thèse doctorale? Comment j'ai pu choisir mon sujet de thèse doctorale? Très bonne question. Alors, comme je vous ai dit, en fait, c'est que mon sujet, c'est une intersection entre l'ingénierie et tout ce qui est biomédical. Donc, ça converge un peu quand même vers tout ce qui est médecine, puisqu'on traite le côté ingénierie, les émissions, les particules dans la fabrication des pièces en 3D, mais notamment, on caractérise ces particules et on fait une étude de toxicité des nanoparticules générées à travers les poudres métalliques. Donc, c'est une intersection entre l'ingénierie et la médecine. Quand j'étais petit, notamment, c'était le deuxième rêve, on va dire, à part de faire l'ingénierie et de devenir ingénieur d'État. Comme second plan, j'avais envie de devenir médecin, pour être clair aussi. Donc, je me disais, voilà, c'était mes objectifs quand j'étais jeune. Voilà, en priorité, c'est l'ingénierie, puisque c'était la chose euh, que je considère, ben, en fait, je considère l'ingénierie comme étant un choix par défaut pour moi. Et en même temps, c'était un beau métier, c'était l'élite de la nation, c'était le modèle de réussite. Donc, automatiquement, c'était quelque chose qui me parlait très, très bien. À part ça, il y avait la médecine parce que mes parents, ben, notamment, ils sont dans le domaine de la médecine. Donc, automatiquement, c'était quelque chose que je sais très bien et sur quoi j'ai des prérequis, j'ai des notions, puisque dans la maison, on parlait souvent de la médecine, voilà, machin, les patients. Ben, vous savez, lorsque vous avez des parents qui sont dans la médecine, ben, automatiquement, c'est le genre de débat et de conversation qu'on a tout le temps sur table. Donc, automatiquement, c'était mon second plan. Là, puisque je suis devenu ingénieur, juste après, j'avais pas mal d'opportunités. Je vous avoue que j'avais pas mal de propositions de thèse, soit à Saint-Étienne, à Nancy, à Paris, à Clermont-Ferrand. Mais notamment, je cherchais à l'époque vraiment le sujet qui va, qui va me provoquer, on va dire, qui va me faire cette provocation scientifique. Et avec ce sujet, notamment qui relie les deux domaines à la fois, je me suis dit, ah ben tiens, ça c'est le bon sujet, c'est ce que je vais faire. Ben, d'où le choix de mon sujet actuel. Alors, je vous en prie, Laure. Très bien, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, et comme vous l'aurez compris, moi, je ne suis pas là pour critiquer le domaine ou bien peut-être je n'ai pas de but pour défendre plus mon domaine, même si c'est quelque chose que j'apprécie bien et que je recommande, ni pour renoncer à d'autres personnes, mais bon. Mais surtout, le plus important pour moi, c'était d'éclaircir notamment et de casser ce tabou parce que généralement, j'ai visité pas mal d'établissements scolaires, pas mal de collèges, pas mal de lycées, et je me suis rendu compte que parfois les élèves, ils ne comprennent pas c'est quoi un ingénieur. À force qu'on entend souvent parler ingénieur, d'ingénierie, etc., mais on ne sait pas réellement c'est quoi un ingénieur. Donc depuis, je me suis dit, voilà, c'est l'un parmi les messages que je voulais passer aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de comprendre tout d'abord un ingénieur, c'est quoi, que c'est pas sorcier, c'est pas quelque chose de difficile. À force de se forger, on devient des forgeants et à force de vouloir, on peut avoir ce qu'on en a et puis voilà, donc chaque effort bah, reçoit un réconfort, bah, notamment un point de mérite et puis voilà. Et notamment, à part ça, c'est de vous laisser vous poser les bonnes questions, notamment, genre, est-ce que je veux vraiment à venir devenir ingénieur? Si c'est le cas, en faisant cela, je ferai plaisir à qui exactement? Euh, à moi, à mes parents, à mon papa, maman, à mon chien. Bref, il faut savoir à qui on devra faire plaisir notamment. Et surtout, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Exactement, le métier d'ingénieur. Qu'est-ce qui me plaît dedans? Est-ce que je sais vraiment en quoi consiste le métier? Donc ça, entre parenthèses, c'est les questions qu'il faut se poser pour savoir si on veut vraiment continuer
dans ce métier très passionnant, aventureux. Je recommande entre parenthèses et c'est à vous de voir. Donc voilà, c'était le profil ingénieur-chercheur. J'espère qu'il a été assez intéressant pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir d'échanger avec vous. Et pour la surprise, peut-être Madame Aurore Rosa le sait ou pas, mais on aura d'autres conférences, donc notamment avec Madame Juliette Toumelin m'a invité pour 3 conférences, et les 2 autres, ils seront plus sur le savoir-être, la deuxième intervention, le savoir-être et la confiance en soi. Et notamment là, j'essaierai de partager avec vous beaucoup plus d'outils, d'astuces en tout ce qui concerne le développement personnel, notamment le métier de patient. Notamment, on a toujours un petit métier de patient. C'est un métier qui me fait plaisir et qui me donne de l'énergie, le fait de me former en coaching de vie, la chose que j'avais faite notamment. Et ça me fait plus plaisir de le partager avec les bonnes volontés et puis pour impacter un peu le monde positivement, comme on dit. Mais, avec impatience, Mohamed, ça sera avec grand plaisir. Merci. S'il n'y a plus de questions, écoutez, j'aimerais déjà remercier Mohamed encore une fois, hein, vraiment pour cette présentation très inspirante. Merci d'avoir partagé vos connaissances, vos conseils très précieux. Et puis, je pense que tout ça va servir justement à tous les participants de ce soir. J'ai bon espoir. Ah oui, j'en suis positif. Et puis, merci à tous du coup d'avoir pris le temps de passer cette soirée avec nous. Et Mohamed, donc à bientôt. À très bientôt. Ça Et m'a fait puis, en tout cas énormément plaisir d'être invité avec vous. Donc, quant à moi, je vous dirai à la prochaine conférence, même heure peut-être, même endroit. même endroit, avec plaisir. Allez, bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée à Merci à tout le monde. tous. Ciao. Au revoir.